Le procès dans l'affaire, le procureur contre Alassane Ag Abdulaziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, s'est poursuivi du 30 octobre au 20 novembre 2020 à la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. Au cours de ces 3 semaines, un témoin protégé a comparu afin de parler de son expérience de vie à Tombouctou, au Mali, en 2012, lorsque la ville avait été occupée par les groupes armés AQMI et Ansardine. Les juges de la Chambre de première instance, composés du juge-président Antoine Mindoua, de la juge Tomoko Akane et de la juge Kimberly Prost, ont accordé aux témoins des mesures de protection, impliquant entre autres le floutage de son image, la distorsion de sa voix et le recours à des huis clos partiels, le tout afin de protéger son identité. Ce témoin, le 16e témoin appelé par le bureau du procureur, a d'abord été interrogé par le premier substitut du procureur, Gilles Dutertre. Racontant ses expériences de vie à Tombouctou au Mali, à la fois avant et après 2012, le témoin a expliqué que l'arrivée des groupes armés au Mali avait impacté divers aspects de la vie des populations. Le témoin a identifié les groupes armés qui avaient pris le contrôle de Tombouctou comme ceux d'Ansardine, ceux du MNLA, soit le Mouvement national pour la libération de l'Azawad, et ceux de l'AQMI, soit Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ces groupes contrôlaient les villes de Tombouctou, mais également de Kidal et de Gao. La déposition de ce témoin s'est principalement concentrée sur la ville de Tombouctou. Et dans le cas où des personnes avaient tout de même des relations hors mariage à Tombouctou en 2012, alors qu'Ansardine et AQMI étaient dans la ville, qu'est-ce qui leur arrivait? Si il était prouvé que quiconque avait eu des relations sexuelles extra-conjugales, eh bien cette personne était punie. Alors tout dépendait de la position sociale de la personne telle que définie par la charia islamique. Et quand vous dites qu'ils étaient punis, vous parlez de quel genre de punition? Il y a 3 types de punitions conformément à la charia islamique. La personne qui est déjà mariée ou qui est actuellement mariée et qui se livre à des relations sexuelles extra-conjugales, eh bien, cette personne est lapidée à mort. Une personne qui n'a pas été mariée et qui a eu une relation sexuelle est châtiée de 100 coups de fouet. Je ne connais pas parfaitement les questions liées à la charia, mais il me semble qu'il s'agit de ce type de punition. Le troisième cas, ce sont les personnes pour lesquelles il n'a pas été clairement établi qu'elle a eu une relation sexuelle. Dans ce cas-là, son châtiment est laissé à la discrétion du juge, qui détermine la punition adéquate. Le témoin a confirmé qu'à Tombouctou, à l'époque, Al-Qaïda était la force qui contrôlait la ville par l'intermédiaire des bataillons de Yahya. Al-Qaïda avait de nombreuses divisions qui avaient des commandants ou des émirs, et certaines divisions étaient en Algérie, tandis que d'autres étaient en Tunisie, et d'autres encore étaient dans le nord du Mali, également appelée la région du désert. Une série d'extraits vidéo a été diffusée aux témoins et il a identifié quelques individus tels que Abdallah Sinjeti, Sanda Abourama, Radwar, Abdelhamid Abou Zeid, Mohamed El Faki et Georges Oukaouka. Le témoin a rappelé qu'en 2012, lorsque les groupes armés avaient pris le contrôle de Tombouctou, la police islamique avait commencé à contrôler certains endroits et avait même fini par avoir son propre uniforme, sur lequel était écrit « Police islamique ». D'après ses observations, la police islamique patrouillait dans la ville, en voiture, à moto et à pied, et arrêtait les gens. Le témoin a identifié certains bâtiments
dans une série de vidéos, d'images et de cartes qui lui ont été présentées par l'accusation. Il a confirmé l'emplacement du quartier général de la police islamique et a identifié le tribunal islamique. L'accusation a présenté aux témoins plusieurs autres vidéos montrant comment les peines étaient appliquées par la police islamique. Ces vidéos ont été diffusées à huis clos partiel, tandis que le témoin a discuté du contenu des vidéos en audience publique. Qui voyez-vous tout à gauche de l'écran à 0002 5302? Al-Hassan. C'est Alassane. Je m'arrête à 0003 21 06. Qui est en train de flageller l'homme en bleu, monsieur le témoin? La personne sur la gauche. Al-Hassan. C'est Alassane. Monsieur le témoin, est-ce que vous êtes en mesure de lire ce qu'il y a marqué sur le dos de la personne qui est au milieu de l'image avec une sorte de jaquette crème marron et un turban clair? جند أنصار الدين. Oui. Les soldats dans Sardine. Et en fait, il s'agit de l'uniforme de l'armée. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi la flagellation avait lieu en public, de sorte que même les petits-enfants assistaient à l'exécution des châtiments, le témoin a expliqué que la honte et la flagellation en public étaient conformes à la charia et qu'elles étaient faites pour dissuader les gens de commettre l'adultère et d'autres délits. Le témoin a en outre confirmé que pendant l'occupation de Tombouctou, sous l'Aqmi et Ansardine, le juge Ouka Ouka siégeait au tribunal islamique avec des membres d'Al-Qaïda et discutaient ensemble des affaires qui leur étaient soumises pour rendre des jugements conformément à la charia. La police islamique exécutait alors les jugements rendus soit en fouettant les individus sur la place publique, soit en les punissant d'autres manières. Le témoin a dit que beaucoup avaient été punis pour avoir bu de l'alcool, fumé, commis un adultère, volé, entre autres actes considérés comme des délits par la charia. Qui était présent parmi les groupes armés Ansardine et Aqmi sur place lors de cette exécution? الجميع موجود. Tout le monde était là. Vous dites tout le monde, est-ce que vous pouvez donner des noms en particulier de gens dont vous vous souvenez qu'ils étaient là? كان هناك الجيش. L'armée était là, les membres de la police islamique, les membres de la Hezba et les membres du judiciaire et d'autres encore. Qui a amené le condamné à mort sur les lieux, monsieur le témoin? الشرطة الإسلامية هم C'était la police islamique qui l'ont amené dans un véhicule de la police islamique. Quand ils sont arrivés sur la place, ils l'ont fait sortir du véhicule. Je me souviens qu'on a ouvert ce véhicule à l'arrière. Et puis il a dû contourner la voiture et aller devant la voiture. Et il a prié 2 rakas avant que l'exécution ne soit réalisée. Le témoin a également parlé du statut d'Al-Farouk, un saint censé protéger Tombouctou, qui a été détruit lorsque la ville est tombée entre les mains des groupes armés. Il a témoigné en détail du pillage et de la destruction de la ville, y compris des mausolées qui ont eu lieu pendant l'occupation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la destruction des mausolées à Tombouctou, monsieur le témoin? مسألة الأضرحة. Pour ce qui est des mausolées, eh bien, je dirais que cela est au cœur même de l'idéologie d'Al-Qaïda.
Cela remonte à leur contact avec l'idéologie wahhabite, parce qu'ils ont dit qu'il était interdit de construire sur des tombes des bâtiments qui dépasseraient la hauteur d'une main. Et la question des mausolées a mis en colère les gens de Tombouctou plus que jamais. La majorité des gens estimaient que les islamistes ouvraient des tombes pour en faire sortir les restes des saints, alors qu'en fait, ils détruisaient la partie supérieure de ces tombes parce qu'ils pensaient que tout ce qui était plus haut qu'une main était interdit par la religion. Ça s'est passé à peu près quand le début de la destruction des mausolées à Tombouctou, monsieur le témoin? Au milieu de l'année 2012. Il s'agit d'un groupe de membres d'Ansar-Dine et d'Al-Qaïda en train de démolir l'un des mausolées construit sur la tombe d'un saint à Tombouctou. Monsieur le témoin, à 00000000, qui est la personne avec un habit vert et un turban noir à l'écran? أبو البراء. Abou al-Bara. Et que fait-il, monsieur le témoin? هم هنا يقومون Ils sont en train de démolir les mausolées au cimetière Sidi Yahya de la ville de Tombouctou. Monsieur le témoin, question brève. Qui apparaît à 00000000? سيد الفقه. Monsieur Al-Faki. À une de vos réponses précédentes, je comprends qu'il y a eu d'autres destructions ailleurs dans d'autres cimetières. Est-ce que j'ai bien compris, monsieur le témoin? Si je me souviens bien, il y a eu 3 ou 4 stades, étapes de démolition. D'abord, c'était le cimetière principal de Télé. Et puis ensuite, un autre cimetière près du centre de la garde nationale. Et puis ensuite, les cimetières à l'extérieur, les tombes à l'extérieur. Donc, ils ont détruit les mausolées. Et puis ensuite, il y a eu des tombes isolées à l'extérieur de la ville. Au centre de la ville, se corrige l'interprète, au centre de la ville. Vous avez parlé du cimetière principal de Télé. Est-ce que vous pouvez clarifier à quoi vous faites référence? في تالي ممكن تكون الترجمة ليست دقيقة لا أذكر أنني قلت تالي. Il y a peut-être eu une interprétation imprécise. Je ne me souviens pas d'avoir parlé de Télé. C'est peut-être le cas, effectivement, monsieur le témoin. Il s'agissait du premier cimetière que vous aviez mentionné, avant celui de la garde nationale, enfin celui qui est près de la garde nationale, le cimetière avant celui-là. Je pense que c'était le cimetière de Sidi Mahmoud. Je ne me souviens pas des noms précis des cimetières. Une fois que l'accusation a terminé son examen en chef, ce fut au tour des représentants légaux des victimes dans cette affaire d'interroger le témoin. Maître Kassango a alors posé des questions sur l'impact de l'occupation des groupes armés sur la population de Tombouctou en 2012.
بكل تأكيد أول شيء لا شك أن هناك تأثير Tout d'abord, il ne fait aucun doute qu'il y a eu une incidence négative sur l'économie générale de la ville. L'État a disparu. Les services ont disparu. La plupart de la population, composée de marchands, a disparu. Des habitations ont également disparu. Il y a eu d'autres impacts négatifs. Par exemple, les gens ont ressenti qu'ils vivaient sous l'occupation, véritablement. Il y avait des étrangers qui essayaient d'imposer leurs lois et leurs contrôles sur cette population, ce qui était relativement nouveau dans la ville. Interrogé sur l'administration locale, les unités de prestation de services du gouvernement ainsi que les services publics, le témoin a rappelé que les fonctionnaires avaient tous fui la région. Le témoin a aussi décrit comment la vie de prière avait changé pendant l'occupation de Tombouctou sous les groupes armés. Comment s'est passé le nouveau message ou la nouvelle prêche amenée dans les mosquées? D'une manière aussi brève que possible, nous donner le sens d'orientation de la nouvelle prêche apportée dans les mosquées par les nouveaux maîtres des lieux. Et un appel à la charia islamique et à son application, pour faire simple. Le pays est composé de musulmans. Leur foi leur a été interdite et la charia leur a été retirée en raison de la loi laïque imposée par les pays occidentaux. Et la population de la ville voulait retourner aux origines, à savoir l'application de la charia islamique. Il s'agissait de la tendance dominante, disons, dans les prêches qui étaient tenues. Et à cette occasion, qu'avez-vous constaté au sein de la population concernée, sur place, au moment de cette prêche? La population locale peut être classée en différentes catégories. Il y avait des soufis qui rejetaient catégoriquement ce discours. Il y avait une minorité de wahhabites à qui ce discours plaisait beaucoup. Mais ce nouveau discours, cette nouvelle rhétorique était plus forte que ce à quoi ils avaient l'habitude. En ce qui concerne le commerce, le témoin a ajouté que tout stock ou marchandise considéré comme une violation de la charia avait été brûlé, par exemple l'alcool, le tabac et les narcotiques. Tous avaient été détruits. Concernant l'impact de la destruction des mausolées et des mosquées, le témoin a déclaré comme suit. Écoutez, pour répondre à votre question, je dois en fait répondre avec deux volets. Pour commencer, Tombouctou est une ville historique et les gens étaient fiers de leur ville à cause de l'originalité de cette ville. Et cette originalité, elle trouve ses traces dans l'histoire très riche et ancienne de Tombouctou. Et par exemple, la mosquée Djinguereber, c'est un symbole de cela. Et puis deuxièmement, le deuxième volet de ma réponse porte sur l'aspect spirituel, car la majorité de la population à Tombouctou étaient des soufistes et ces soufistes en fait ont des liens spirituels
qu'il est très difficile de décrire rapidement ou simplement. Mais il s'agit de liens spirituels avec les saints et ils ont donc construit ces sanctuaires, ces tombes et ces sanctuaires sont tels que ces tombes sont uniques. Donc, au vu de ces considérations spirituelles, et je pense notamment au tombeau qui se trouvait très près de la mosquée de Djinguereber, c'est un endroit qui est extrêmement important dans les esprits, dans le psyché de la population. Une question sur ces mausolées, bâtiments qui ont été l'objet de l'attaque. Que devenaient certains marabouts de Tombouctou en 2012? Certains cheikhs avaient un rôle spécial dans le contexte soufiste. Et leur rôle consistait à écrire et à créer les amulettes. Cela a été interdit et brûlé d'ailleurs à Tombouctou. Donc, les groupes considéraient ces personnes comme des hérétiques. Il faut savoir que la plupart ont quitté la ville lorsque les djihadistes sont arrivés dans la ville. Après l'interrogatoire du représentant légal des victimes, l'avocat principal de la défense d'Alassane, maître Melinda Taylor, a interrogé le témoin sur les violations de l'armée malienne. Hormis le colonel Gamu, d'après ce que vous savez et ce que vous avez entendu, est-ce que l'armée malienne a commis un nettoyage ethnique contre les Touaregs avant 2012? Oui, pendant les années 90, pendant ces années, il n'y avait pas de médias du côté des Touaregs. Et les personnes qui ont été tuées par l'armée malienne étaient des civils. Plusieurs villes qui ont presque été exterminés. Il suffisait d'avoir la peau claire, qu'on soit homme, femme ou enfant, pour être exécuté aux mains des militaires maliens. Et cela comme riposte à la rébellion touareg contre le gouvernement et l'armée malienne. Plusieurs vidéos ont été soumises aux témoins à huis clos partiel, mais pour lesquelles il a pu s'exprimer parfois en audience publique. Ça parle de certaines personnes qui ont été emprisonnées par l'armée malienne et qui demandent une rançon pour les libérer. À quelle période est-ce que cela s'est produit? En 2013, si mes souvenirs sont bons. Et le mois? 24 septembre 2013. Pourriez-vous nous expliquer ce que l'on entend par violation? La torture, les violations comme la torture, toutes sortes de torture, l'assassinat ou le meurtre et l'emprisonnement d'une personne à cause de la couleur de sa peau et les accusations qui sont dirigées contre lui comme étant un terroriste et la rançon qu'on demande à sa famille pour qu'il soit libéré. Celui-ci a été brûlé et ce n'était pas la seule fois où ceci est arrivé. Un mois avant cela, une personne arabe qui appartient à la même tribu arabe a été brûlée.
Et ceci aurait pu causer des troubles et des conflits. Mais par la suite, je n'ai pas entendu parler d'une sanction qui a été imposée à ces personnes qui ont brûlé les jeunes. La personne que l'on voit à l'image est un mineur. Il n'est même pas adulte et il a été brûlé vif, selon mes souvenirs. Monsieur le témoin, pour les 2 derniers événements, vous nous avez dit que personne n'avait diligenté d'enquête au sujet de ces événements. Est-il exact de dire que ces victimes n'avaient personne pour les protéger? Concernant ces pratiques-là de brûler des personnes, je n'ai pas entendu parler d'une personne qui ait été sanctionnée. Mais concernant les autres événements, les arrestations, la torture et les assassinats de la part de l'armée malienne dans la région ouest de Tombouctou, et aussi les arrestations ou le kidnapping contre rançon, je suis sûre qu'il n'y a personne qui ait été prouvé coupable et il n'y a pas eu d'enquête sur ces événements. Aux fins de protection du témoin, le contre-interrogatoire s'est poursuivi en grande partie à huis clos partiel. À la fin du contre-interrogatoire, ce fut au tour de la Chambre de s'adresser au témoin. Le juge président n'a pas souhaité poser de questions, mais la juge Kimberly Prost a été la première à demander des éclaircissements pour en savoir plus sur les projets nationaux d'Alassane auquel le témoin avait fait référence tout au long de sa déposition. Alors, s'agissant de M. Alassane, il tombe dans cette catégorie, donc ce projet que vous venez de décrire, cet aspect nationaliste. Par exemple, chacun dans Al-Qaïda avait un nom de guerre et n'utilisait pas son propre nom, ce qui n'était pas le cas d'Alassane. Lorsque nous parlons de l'exécution de Houdoud, c'est-à-dire les punitions, eh bien, tous ceux qui appartiennent à la section extrémiste couvrent leur visage. Nous n'avons jamais vu Alassane couvrir son visage. C'est là une illustration. Même un non-expert peut arriver à la même conclusion. Ce que j'ai dit, je l'ai dit sur la base de mes convictions, de mes connaissances en tant qu'expert et de mon souci d'être équitable. Comme je l'ai dit précédemment, je suis ici pour coopérer avec la Cour, pour faire apparaître la vérité et je ne suis pas ici pour prendre parti pour l'un ou pour l'autre. La juge Tomoko Akane est quant à elle revenue sur les conséquences de la présence des groupes armés dans la ville de Tombouctou en 2012. Quelles étaient, selon vous, les incidences négatives de la présence de ces groupes armés sur la population? Eh bien, il y avait des incidences. Il y avait d'abord l'impact économique, c'est un impact négatif dont je viens de parler. Il y en a d'autres qui étaient que la population locale considérait qu'elles étaient placées sous le contrôle d'étrangers qui les contrôlaient dans leur propre pays. Ils se sentaient impuissants sur leur propre territoire. Cela avait donc un impact psychologique que de voir un étranger imposer ces conditions et vous n'avez pas le droit de faire objection. Tout ce que vous pouvez faire, c'est organiser votre vie pour qu'elle se soumette à cette interprétation de cette personne de la charia islamique. Tandis que vous êtes musulman et vous avez une interprétation différente dont vous pensez qu'elle est la bonne. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est là et qui, par la force des armes, vous impose son interprétation.
Autre impact aussi de nature psychologique, ce sont ceux qui adhéraient au soufisme. Si on fait mention d'un mausolée ou le nom d'un saint, et si on en parlait, cela avait un impact négatif sur les personnes qui ont cette idéologie, parce que ceux qui adhèrent au soufisme considèrent que les saints sont véritablement sacrés. Ils ont vu que l'on démolissait ces sites et ils ne pouvaient rien faire. Le procès dans l'affaire Le procureur contre Al-Hassan s'est poursuivi le 25 novembre 2020 avec le témoignage du 17e témoin appelé par le bureau du procureur.